Pour le 3e épisode de cette série sur l'art et la société, j'ai décidé d'aborder la vie de cet artiste mondialement célèbre qu'est Vincent Van Gogh. Pendant les prochaines minutes, on va s'intéresser de près à ses œuvres et les remettre dans son contexte, afin de mieux comprendre la vision artistique et dramatique de ce peintre incompris. Et je préfère vous prévenir tout de suite, quand j'ai commencé mes recherches, je pensais pas découvrir autant de choses. J'ai vraiment compris cet artiste quand je me suis penché sur sa vie, et c'est la raison pour laquelle cette vidéo sera un peu plus longue. J'ai pas réussi à en dire moins, et pourtant, je suis loin d'avoir tout dit. Alors j'espère que cette vidéo va vous intéresser autant que sa vie m'a intéressé. Pour cette vidéo, j'ai reçu l'aide de Thea Godak-Schneider, une ancienne guide du Van Gogh Museum, qui a créé un blog dédié à l'art. Elle a retracé les pas et l'histoire de Van Gogh, en suivant les différents endroits où il vécut pendant sa vie. Et elle va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre cet artiste, son lien avec la société, ainsi que son destin tragique. Mais avant de commencer, il est important de rappeler quelque chose. On accorde trop souvent à Van Gogh l'image d'un artiste fou, qui n'est pas pleinement justifié. C'est avant tout un homme torturé qui cherchait désespérément un sens à sa vie, et qui se donna pleinement à son art, malgré qu'il soit incompris par la majorité. He definitely wasn't, like when you say crazy, he wasn't like, shouting on people on the street or talking with himself, or I don't know, that kind of images people are having about him. And I think a lot of that was attributed to him in the past, so during the 1950s, 1960s, when he's getting more popular, and then when I think it was popular to have that idea of a crazy painter who was an understood master or a talent. He was an intelligent man, really talented, a very good painter, but yes, he had his own issues. Yeah. Pour essayer de comprendre ce qui l'a poussé à cette instabilité, il faut retracer une partie de son histoire. Et cette histoire débute un an même avant la naissance du peintre, en 1852, lorsque ses parents attendent un premier fils, qu'ils souhaitent appeler Vincent. Mais ce dernier n'aura malheureusement pas la chance de voir le jour. En mémoire de celui-ci, ils décidèrent de conserver ce prénom pour leur second enfant, qui sera finalement le Vincent que l'on connaît. Cet événement, qui aurait pu être anodin pour Van Gogh, est en partie l'origine de son mal-être. Il vécut très mal cette situation, ayant l'impression de n'être qu'une doublure, un remplaçant pour ses parents. Cette impression le marquera toute sa vie. Van Gogh est issu d'une famille aisée, particulièrement célèbre pour son commerce d'art. Il est instruit et cultivé. Il parle rapidement l'anglais, le français, l'allemand. Il est déjà doté d'un don pour le dessin, mais il étudie la littérature et la théologie. Il est très proche de son frère, Théo, avec qui il correspondra pendant ses 37 années d'existence, au travers de plus de 650 lettres que l'on peut encore consulter aujourd'hui. Son frère jouera un rôle particulièrement important dans la vie du peintre. Convaincu qu'il possédait un don pour la peinture, il le soutiendra moralement et financièrement. En grandissant, Vincent souhaite faire une carrière à l'image de sa famille et pour rendre fiers ses parents. Il rejoint donc son oncle, avec qui il débute une formation de marchand d'art. The art he was selling at the art dealership where he was working was definitely different from the art, from his own art or art he wanted to create. But that time while he was in the art dealership is definitely very important for him and his the way he became a painter, because he didn't have any art school. He only spent 2 months at the Art Academy in Antwerp, so everything he learned about art was while he was working in that art dealership. Malgré le fait qu'il ne reste que peu de temps dans cette structure, c'est ici qu'il voit naître sa passion et qu'il aiguise son regard sur les œuvres qu'il côtoie. En tant que marchand, il est particulièrement sensible aux artistes venant de l'école de Barbizon, une communauté de peintres s'inspirant du monde rural et paysan, en réponse à l'industrialisation de la société. Au début de sa carrière, Van Gogh sera très influencé par ce type de représentation. Barbizon School looked more realistic in a style because they're showing the light and the volume of human body in a more realistic way, but Vincent is showing a tough reality of peasants. Mais refusant de voir dans l'art une marchandise quelconque, Vincent sera licencié quelques années plus tard. Suite à ce premier échec professionnel, Vincent cherche sa voie. Il désire plus que tout se rendre utile et rendre fiers ses parents. Tout comme son père, il s'oriente vers la religion
Il s'engage alors en tant que prédicateur dans une petite ville ouvrière, proche des mines de charbon. Vincent est très sensible à leur mode de vie et il décide de vivre parmi ses ouvriers, de partager leurs souffrances et leurs labeurs. Il commence à reproduire ce qu'il voit sur des croquis et des dessins, qu'il envoie occasionnellement à son frère pour lui faire part des conditions de vie misérables de ces pauvres gens. Mais encore une fois, ses supérieurs n'apprécient pas ses méthodes et décident de mettre fin à sa mission. Je m'acharne à essayer de mener une vie chrétienne. Que m'importe que je dorme ou non sur la paille. Allez donc voir les tombes toutes fraîches des enfants au cimetière. Récurez le plancher, ramassez le charbon avec les femmes, salissez vos redingotes sur les visages pleins de sang et de sueur des mineurs mourants, et après donnez-moi une bonne leçon de christianisme. Hypocrite! Il retourne donc chez ses parents, ce qu'il vit comme une véritable déception. Il souhaite plus que tout trouver sa voie et sa raison d'être, et sur les conseils de son frère, il décide de se mettre pleinement à la peinture. After that fail in his professional life, he is coming back to his parents' house and he is deciding he's going to become a painter. He was 27, which was quite old for that time. You should already start your family, have a good career, but he is coming back to his parents and you can almost feel that failure in his life. His family is a wealthy family. They are not poor, they are not, some of those peasants he's showing on his paintings. His father is a Protestant pastor, which is a good profession at that time. He was making good money. They were living in a beautiful house in Noonan, and you can still see actually that house today. And it's one of the most beautiful houses in a village, but then you can see those peasants' houses, which are not beautiful at all, still today as well. And I think that his decision to show the peasants around him is to show that society, part of society which is on a border and which many of his parents' friends didn't even notice. So maybe that's why he's focusing so much on the emotions on their faces, on a tough life they were having. Au travers ses toiles, il ne cherche non pas l'esthétisme ou la beauté, mais plutôt une immersion. Le témoignage d'une vie humble et honnête, comme il aspire à l'avoir. Il s'inspire beaucoup des œuvres de François Millet, de l'école de Barbizon, dont il admire le travail. C'est à cette période-là qu'il finit ce qu'il considère alors comme étant sa première œuvre d'art. Looking, for example, to the potato eaters, you can see how these people are tired. They don't even talk with each other. He's showing them in the happiest moment of their day when they're having dinner together, when they're all together around the table, but they're just too tired to enjoy that moment. And then when you're looking to the peasants on the French paintings from the first half of the 19th century, you can see almost romanticized version. They're just relaxing, or they are just chatting with each other. They're enjoying on the sun, and that's not how their life looked like, so that's a big difference. And I think that realism, that truth is maybe what Vincent was looking for and why he decided to create the art himself. Il écrivit alors à Théo concernant son tableau. J'ai voulu, tout en travaillant, faire en sorte qu'on ait l'idée que ces petites gens mangent leurs pommes de terre en puisant dans le plat avec leurs mains qui ont elles-mêmes bêché la terre où les patates ont poussé. Ce tableau, donc, évoque le travail manuel et suggère que ces paysans ont honnêtement mérité de manger ce qu'ils mangent. Van Gogh ne souhaite pas dessiner des mains ou des visages, mais des gestes et des expressions, afin de témoigner d'une vie qui n'est pas la sienne. Mais il ne reçoit pas les critiques qu'il espère. Sa technique n'est pas au point et son message encore incompris. En 1886, il rejoint donc son frère, Théo, qui est marchand d'art à Paris pour la célèbre maison Goupil. Ce dernier l'hébergera et lui donnera de quoi s'acheter de la peinture et du matériel pendant plusieurs mois. Pour la première fois, Van Gogh découvre l'impressionnisme au travers d'artistes comme Monet ou Pissarro. Il découvre la vie parisienne, se lie d'amitié avec les peintres du quartier Montmartre comme Toulouse-Lautrec ou Émile Bernard. While he was in Paris in 1886, he was living with painters and in a painters community in Paris. He was living with Theo, his brother, in Montmartre. He introduced him to all of the painters living there, artists living there as well. And he is very often showing that life, that society in his paintings. Something which is really interesting for me and I really like on his paintings and paintings of other painters from that time is that they would show appreciation to each other by including each other on their paintings. And for example,
on Vincent's bedroom in the Yellow House. You can see two paintings on the wall above the bed, and these are actually portraits of two painters that were living in Paris that were his friends. And then you can also see Vincent on some of their paintings. So you can definitely learn a lot about that society, which was people that were artists, which were on the border of society at that time. So you can definitely learn a lot about them. Also, if you're looking to the cityscape, paintings of Paris he's painting at that time, he's showing very often Montmartre as well, and you can see that how the neighborhood looked like. It was, you can see the little houses. It looks like a countryside, and it really was a countryside at that time. It was very cheap to rent something there, and that's why all of these painters are living there in a small rooms or not so beautiful houses. Il éclaircit et élargit sa palette de couleurs en s'inspirant de ses nouveaux confrères parisiens. Étudie les techniques, les combinaisons et les associations. Il est dans un perpétuel enrichissement de son art pour atteindre le style qu'il recherche. If you're looking to an artist who is really creating his painting as an art, that's Vincent van Gogh. Because he also, when you're reading his letters, he's really interesting because he's documenting everything. So we really know step by step how he is learning about art, how he is creating new styles while he is using certain colors. And we know that he actually didn't want to sell his paintings. He didn't want to be a part of that huge industry. He just wanted to create something which is new and which is like really artistic. And you can see that he is starting to sign his paintings only then, because he is now ready to put them on the art market. Il faut souligner que c'est une période particulièrement importante pour la peinture. En effet, les artistes se détachent du cadre réaliste qui était jusqu'ici ancré dans les mœurs, pour laisser place à leur propre interprétation de la réalité, au travers du mouvement impressionniste. L'impressionnisme et ceux qui l'ont influencé s'émancipent de la vision traditionnelle de l'art et révolutionnent la peinture. C'est un mouvement qui laisse place à la subjectivité du peintre dans sa représentation. To understand the Impressionist way of painting, we should once again look to the history and to what was happening during that time. So before the Impressionism, you have Realism, and you can think about the portraits or the Barbizon school I was mentioning, so you can see all the details on someone's face. But then during that time, in the mid-19th century, one very important invention was made, and that was a camera. So once people invented camera, there was no need for realism in art anymore, because it's very hard to compete with the realism of camera. And that's why painters, they didn't need to challenge themselves anymore by showing the realism on the paintings, and that's why they are now focusing on impressions, on emotions on the paintings, and that's a core of the Impressionist paintings. Mais cette approche non conventionnelle n'est pas au goût de tout le monde. Les critiques et les marchands d'art mènent en dérision le mouvement impressionniste et leur reprochent une technique trop peu académique. Ce mouvement aura donc du mal à imposer sa légitimité sur le marché de l'art. The art market during Van Gogh's life is changing rapidly. So before the mid-19th century, mostly art patrons were church, court, wealthy aristocrats. But then first with the French Revolution, that's changing. And then with the rising middle class, more of these newly rich or wealthy people are starting to commission the paintings. So artists didn't have anymore those traditional patrons like church or court, and they had to look for the people who will buy the paintings from them in a new way. So that's also what's changing in Vincent's life. Also, in the mid-19th century, the most important place for artists to present their work was Paris Salon. And then they had certain aesthetics they were looking for. So they liked realism or traditional art. And there was no chance for modern painters like Impressionists to even show their work over there. So they're really struggling at the beginning. And they're looking for those well-educated, progressive, younger people who will buy their paintings. Mais le caractère de Vincent fait que les deux frères se disputent souvent. De plus, il s'ennuie des paysages parisiens et cherche de nouveaux horizons à exploiter. Even his brother Theo is writing in some of his letters while they were living together in Paris how it's becoming more and more unbearable to be in the same place with Vincent. Convaincu que la couleur est essentielle à l'évolution de son style, il part donc pour le sud de la France.
Il y découvre la richesse des paysages provençaux. Les couleurs chaudes et vives lui rappellent les estampes japonaises qu'il admire par-dessus tout. Il habite dans la fameuse Maison Jaune, à Arles, et passe ses journées à peindre et approfondir ses techniques pour retranscrire au mieux l'émotion que lui procure chaque scène qu'il voit. Durant les quelques 400 jours que Vincent passera à Arles, il produira plus de 300 peintures, s'adonnant à la tâche, jour et nuit. C'est un homme excentrique, qui ne parle que très peu et vit seul. Il est souvent moqué et méprisé des habitants du village. Il prend alors conscience de sa solitude et traverse des phases de dépression auxquelles s'ajoute un mode de vie malsain et une forte consommation d'absinthe. Il insiste alors pour que son ami Paul Gauguin le rejoigne, dans le but de créer une colonie d'artistes, et ils travailleront ensemble pendant plusieurs semaines. Mais leur caractère et leur vision de la peinture étant différents sur de nombreux points, les deux amis ont du mal à s'entendre. Well, the difference between Paul Gauguin and Vincent van Gogh was both personal and then professional. When you're looking to them personally, Paul Gauguin was maybe more outgoing, he was louder, and they both had very strong personalities, so they would start to fight very easily, but there was also that professional disagreement between them. Vincent van Gogh always painted after the reality. He is always looking to his motives. He would never paint after the imagination. And Paul Gauguin is doing exactly the opposite. So he is painting after his imagination. He would add some other elements in the painting. His focus is, of course, on contrasts, on the colors of Paul Gauguin. And that's why it's not that important for him to be there in a field and paint that tree or the countryside. So there is also that professional disagreement between them, and that's escalating after 2 months of living together. À la suite d'une querelle, Vincent menace son ami avec un rasoir. Gauguin décide de s'en aller pour de bon. Van Gogh regrette amèrement son geste, ce qui le ramène à la solitude dont il voulait tant échapper. Dans un accès de honte et de colère, il se mutile l'oreille avec ce même rasoir, comme pour se punir de son acte. Vincent n'aborde que très peu ce sujet dans ses lettres qu'il envoie à ses proches. Cependant, il témoigne de cet épisode au travers 3 autoportraits. L'instabilité de son état est alors indéniable, et il entre de son plein gré à l'hôpital Saint-Rémy pour se rétablir. La peinture est son exutoire, mais il est toujours soumis à des démences passagères et perd peu à peu l'espoir d'une guérison. He was suffering from some kind of mental illness. That's a fact. If you would put that on a side, he was also deeply emotional as a person. And when you are reading his letters, you can read about the love he had for people and that passion for life as well he was having. So when you're also looking to the paintings, maybe he was just approaching to the life and world too emotionally, and maybe that's why he started to suffer more and more because of it. C'est pendant les 2 derniers mois de sa vie, en 1890, que Vincent est le plus productif. Il habite à Auvers-sur-Oise et il est suivi de près par un médecin. Il a finalement atteint le style qu'il recherchait. Il peint ce qu'il voit et non ce que les autres ont envie de voir. C'est ce qui fait qu'il incarnera aussi bien le mouvement impressionniste. Cette même année, Théo eut un fils, qu'il nomma Vincent, en hommage à son frère. Très touché par cette nouvelle, il lui offrira un tableau pour son arrivée au monde. Cependant, le peintre prend conscience qu'il ne peut plus être un fardeau pour son frère, et qu'il a des responsabilités envers sa famille. Dans la journée du 25 juillet 1890, Vincent se promène dans un champ avec son matériel de peinture. L'histoire veut qu'il se soit tiré une balle de revolver dans la poitrine, et il mourra 2 jours plus tard, avec son frère à son chevet. Il écrira quelque temps avant cela « Un Vincent né, pour qu'un autre meure », faisant référence au premier enfant de ses parents, ainsi qu'au nouveau-né de son frère. Le suicide est la version officielle de la mort de Vincent, même si la version de l'accident camouflé
reste plausible encore aujourd'hui. Le fils de Theo sera à l'origine de la fondation Van Gogh, fondation qui permit la construction du musée à Amsterdam. Vincent était un homme torturé. Sa vie est faite d'échecs successifs, sur le plan moral, professionnel et même sentimental, malgré qu'on ne l'ait très peu abordé dans cette vidéo. Il cherchait désespérément un sens à sa vie. Il le trouva dans la peinture, malgré l'incompréhension de ceux qui l'entouraient. Quand une personne est considérée comme étant atteinte de folie, c'est qu'elle répond à des comportements anormaux et incompris de la majorité. La notion de folie, tout comme la notion de normalité, change et évolue en fonction de l'époque et du contexte social. La folie que l'on attribue à Van Gogh est le fruit de cette succession d'échecs qui l'amèneront à remettre en question sa propre existence. Sa vision peu commune de la vie et de l'art l'ont mise à l'écart de la normalité, et par conséquent de la société elle-même. C'est une thématique intéressante qui est traitée dans plusieurs fictions cinéma que j'aimerais aborder rapidement. Je pense en l'occurrence à Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, concernant la conception de la folie et la manière dont elle est traitée par les institutions. Je pense aussi au film Donnie Darko de Richard Kelly, qui vient critiquer la notion de conformité qui se crée au sein d'une société et la marginalisation de ceux qui pensent différemment de la majorité. Dans ces deux œuvres, il y a une catégorisation des personnes qui ont une manière différente de voir les choses. Leur vision et leur façon d'aborder la vie dérange, car elle n'est pas conforme et ne répond pas aux critères établis par la société. Et cette dernière, afin de se rassurer, préfère les définir comme étant irrationnels ou atteints de folie, ce qui permet par la même occasion de ne pas remettre en cause leur réalité ou leurs pensées. Il y a aussi une fiction plus populaire et plus récente qui aborde cette notion de folie et me permet d'illustrer ce propos. Je pense en l'occurrence au dernier film de Todd Phillips. Dans ce film, on suit la descente aux enfers d'Arthur Fleck, un homme méprisé et incompris du reste de la population, car il possède une différence, le rendant étrange aux yeux de la majorité. À force d'échecs sociaux, d'harcèlement et de marginalisation, le personnage sombre vers la folie. Voilà comment il faut concevoir la folie de Van Gogh. Il possédait une vision de la réalité si différente de celle des autres qu'il ne put s'adapter à une vie conforme. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de cette série. Pour conclure rapidement cette vidéo, je vous encourage vivement à regarder les 3 derniers films que j'ai abordés, mais je vous invite aussi à regarder le film La vie passionnée de Van Gogh avec Kirk Douglas. C'est en grande partie les images que j'ai utilisées pour illustrer cette vidéo. Ils ont vraiment réussi à saisir et retranscrire l'émotion du peintre à travers sa vie. Je vous conseille également le film d'animation La Passion Van Gogh. C'est un chef-d'œuvre de technique d'animation reprenant le style de peinture de Van Gogh sur un long métrage d'1h30 et qui se permet d'aborder des sujets plus ou moins tabous de la vie du peintre, notamment les questions autour de son suicide. Et enfin, je voudrais remercier Théa qui m'a beaucoup aidé sur cette vidéo. Je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur son blog Culture Touriste, qui est plein d'anecdotes sur Van Gogh, mais aussi sur beaucoup d'autres artistes et beaucoup d'autres sujets tout aussi intéressants. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on abordera les œuvres du cinéaste Paul Verhoeven. C'est tout pour moi, merci encore et à la prochaine.